Dear. Valid people. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Dear Valid People. Ce mois-ci, nous avons eu l'occasion de discuter dans la conférence mensuelle des milieux protégés. Notamment, on a pu parler du milieu de l'ESAT dans la conférence du mois en compagnie d'un moniteur d'ESAT ainsi que de 2 personnes travaillant en ESAT. Donc, on a pu discuter avec eux des pour et des contre, on va dire. Aujourd'hui, en complément de cette conférence, je suis en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Un plaisir que tu m'invites. Un plaisir pour nous aussi. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Déjà pour commencer, comment ça va? Bah ça va, écoute, belle journée. Tu m'as invité à cette petite discussion. J'ai été très curieux, donc une bonne journée alors. On va voir de quoi il en retourne. Yes. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans, je suis breton, très important, immigré dans le sud. Ouais, je suis un petit peu chauvin comme tous les Bretons, comme tu peux voir. Mes parents vivent encore en Bretagne, mon frère aussi, et voilà. Sinon, je peux peut-être développer sur les études que j'ai fait et tout ça dans un deuxième temps, comme tu veux. Oui, tu peux déjà commencer à parler un petit peu de pourquoi tu es là, commencer à dire aux auditeurs, c'est quoi ton rapport aussi avec les milieux protégés. Oui, ok. Pour un petit peu faire un petit tour autour de mes études, j'ai commencé par des études de diététique, mais j'ai très vite bifurqué vers des études de STAPS avec la spécialité APA, activité physique adaptée. Donc, qui m'a permis déjà de faire des premiers stages avec des personnes en situation de handicap en proposant des cours de sport et d'activité physique adaptée. Et par la suite, j'ai fait un master, du coup, ce qui a créé ma migration dans le sud, un master de prévention santé, qui m'a permis, lui, de me faire des stages dans des centres de rééducation, dans des prisons pour mineurs et aussi de faire un service civique dans un club handisport. Et ce qui est très important, je pense, à dire, c'est que tout au long de ces études, j'ai fait pendant quasiment tous les vacances scolaires, de licence à master, une activité d'animateur ressources handicap, grâce à une association parisienne qui s'appelle EPAF, Vacances Ensemble, qui proposait des séjours inclusifs. Donc il y avait en fait 20 personnes, 20 jeunes qui partaient à l'étranger. J'ai pu faire plus de 10 pays comme ça différents. Et il y avait un jeune dont j'avais la responsabilité, qui avait une particularité. Et il s'est trouvé que souvent ces jeunes présentaient un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est à travers ces expériences que je me suis beaucoup nourri de ce sujet et qui ont par la suite influencé mon choix après le master de me diriger vers un métier que j'ai essayé de construire et qui pourrait s'apparenter à éducateur spécialisé dans le libéral, voilà, en individuel. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, qu'est-ce que tu appelles animateur ressources handicap? Alors, ça c'est vraiment un statut qui m'était donné directement par l'association qui me recrutait. Et en gros, j'étais un animateur à part entière, avec entre 20 et 30 jeunes. Pour la plupart qui ne présentaient pas de particularité, mais il y avait souvent un jeune qui souhaitait intégrer ces vacances-là
Et l'association proposait que ça puisse se faire à condition qu'il y avait cet animateur ressources handicap, qui était en fait un pilier, qui était là, une épaule, et qui permettait ici d'adapter le terrain, de mettre au centre cette personne accompagnée pour qu'elle puisse vraiment exprimer ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle voulait faire, etc. Et qu'on puisse faire en sorte qu'elle puisse participer entièrement à cette colonie de vacances avec tout le monde. Très bien. Et tu disais que tu as vite bifurqué plus ou moins grossièrement dans le monde du handicap. Est-ce Ouais. que c'était un hasard ou est-ce que toi, tu as un lien avec le handicap déjà par le passé? Est-ce que le handicap te touche, entre guillemets, personnellement? Alors, il me touche pas forcément personnellement, bien que j'ai été né je suis né avec un pied varus-séquin, donc un pied qui était bien avec un angle assez particulier à la naissance, qui a nécessité que je fasse de la rééducation, pendant 15 ans, avant que je puisse marcher mieux que ce que je ne faisais à mes 2-3 ans. Mais en plus de ça, j'ai un frère qui a très tôt eu un petit souci, c'est qu'il a perdu l'usage d'un œil à l'âge de 3 ans. Ce qui a créé par la suite pas mal de situations qui m'ont touché, tout simplement parce que j'ai pu voir certaines interactions, notamment à l'école, avec des gens de l'extérieur aussi, qui étaient clairement de la discrimination envers mon petit frère, avec des remarques. Voilà, on sait à quel point les jeunes et les enfants peuvent être très durs entre eux, et j'ai vécu ça de manière assez forte, et je pense que ça a participé à la suite. À ton choix actuel. Tu Oui. disais que pendant tes voyages, la plupart des personnes dont tu t'occupais étaient sur Oui. le trouble, sur le spectre de l'autisme. Exactement. Moi, j'ai envie de commencer par quelque chose, on va dire, un peu d'actualité. Oui. Est-ce que tu as pu voir ce qu'a déclaré Trump récemment à propos de l'autisme, et notamment qui disait qu'il avait trouvé un moyen de guérir l'autisme? Toi, Génial. est-ce que... Encore une baguette magique sortie de nulle part. Je pense que Trump, de toute façon, quand il parle, c'est soit une fake news, soit un mensonge, soit quelque chose comme ça. Donc, je ne lui apporte pas beaucoup crédit, mais je n'ai pas forcément vu ça passer. Tu peux peut-être m'en dire plus? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors, exactement, moi, je n'ai pas réellement revu la news non plus, mais Ouais. quand on connaît Trump, il a à nouveau dit que l'autisme, ben voilà, c'est en lien avec le passé, on va trouver une cure, on va trouver un médicament, mais c'est clairement à l'opposé de ce qu'on se disait hier pendant la préparation, ou Oui. même de manière générale dans le monde militant, de réfléchir en termes d'environnement, et que le handicap est créé par l'environnement. Exactement. Donc en fait, oui, Trump en fait dégaine encore sa vision très médicale et déshumanisante du sujet, quoi. Il dépeint souvent ces personnes à travers leur diagnostic, et c'est très problématique parce qu'il s'intéresse pas forcément à ce qu'il produit, ces handicaps. Et en même temps, j'ai l'impression qu'aussi il s'en sert pour se mettre dans une position de héros sur un piédestal, avec un peu ce côté sauveur des familles qui peuvent être désespérées. On va revenir aussi sur les raisons de ces désespoirs, je pense, des familles qui sont pas forcément dues à l'autisme de la personne, et qui est due à un environnement, justement. Pendant tes stages, et même encore actuellement, tu as des liens avec les milieux protégés, on va en parler. Avant d'aller sur ce terrain-là, moi, j'avais envie de te demander ce que tu avais pensé de la conférence, puisque tu étais dans le public. Qu'est-ce que ça t'a dit?
Oui, Déjà, c'était une conférence très intéressante parce qu'il y avait différents profils qui étaient invités, aussi bien des travailleurs qu'une personne qui accompagnait en ESAT, donc qui s'appelait Paul, si je me rappelle bien. Et donc c'était des visions très différentes entre vraiment les personnes qui y avaient trouvé un travail et les personnes encadrantes. Donc voilà, les interactions étaient très riches. Mhm. Après, bon, j'ai un regard assez critique vis-à-vis de ces milieux parce que c'est toujours des milieux dans lesquels on essaye de proposer des choses assez soi-disant constructives, je pense, pour ces personnes-là, mais qui, selon moi, parfois les enferment dans une logique qui les éloigne un petit peu du milieu ordinaire. Oui, et tout en disant que c'est aussi pour leur bien Pour leur bien. d'être dans le milieu ordinaire, en sachant que ce qui pourrait très bien être utilisé comme excuse aussi, c'est cette notion d'environnement et que l'environnement ordinaire n'est pas fait pour les accueillir réellement. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que les milieux protégés le sont? Et oui, c'est ça. Et pourtant, ils utilisent souvent le terme inclusion, ce qui est pour moi très problématique là-dedans, vu ce qui est déployé derrière. Parce que, en fait, à travers mes expériences, les discussions que j'ai pu avoir avec des professionnels qui travaillent aussi bien dans des ESAT, et ça, je te l'avais pas dit d'ailleurs lors de notre préparation, c'est que j'ai un cousin qui a été chef de service en ESAT pendant 5 ans, donc avec qui j'ai pu quand même beaucoup discuter lors de repas de famille. Et voilà, les discussions que j'ai pu avoir avec lui, les discussions que j'ai pu avoir avec des professionnels, aussi bien des chefs de service que des éducateurs dans des IME, dans des centres d'accueil, etc., m'ont toujours, en tout cas, montré qu'il y avait, selon moi, une grosse problématique là-dedans, c'est que il y a un énorme contrôle comportemental des personnes qui sont prises en charge dans ces milieux-là, et une surprotection excessive de ces gens sous couvert de les mettre en sécurité. Où on va essayer ici de travailler sur l'autonomie de ces personnes-là quand on les enferme dans des lieux hyper clos, hyper spécifiques, et où ils n'ont pas en fait un environnement qui les permette d'expérimenter, qui permet de l'imprévu, qui permet de la spontanéité, qui permet des projets qui s'étendent au-delà des murs. Dans le monde médical, on va parler du contrôle des corps. Ouais. Est-ce que là, dans le cas de ces milieux, on peut parler de contrôle de l'esprit aussi, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on ne peut pas faire ce qu'on veut finalement? C'est un peu ça, en tout cas, à travers mon expérience et les retours que j'ai pu avoir des professionnels qui accompagnaient les jeunes que j'accompagne aussi, puisque les jeunes avec qui je travaille sont aussi bien en institution que aussi avec moi, parce qu'ils sont pas pris en charge toute la semaine. Donc on peut avoir un regard assez intéressant comme ça pour, si ce n'est comparer, en tout cas discuter des différentes visions. Et en tout cas, je reviens sur ces institutions. On a l'impression ici on se questionne quoi. Est-ce que vraiment ils favorisent l'autonomie et le bien-être de ces jeunes-là dans ces cadres-là, ou alors est-ce qu'ils assurent pas en fait, et c'est peut-être leur objectif, une gestion de la conformité de ces individus avec les règles de l'institution. C'est-à-dire qu'on leur demande surtout d'être sages, que rien ne dépasse, que la vie de groupe se passe bien, mais est-ce qu'on les met réellement au centre du projet qu'ils proposent? Je ne suis pas sûr. Il m'arrive même des fois de voir certaines institutions comme de véritables garderies. Oui, c'est en effet quelque chose que moi, j'ai l'impression que l'objectif, c'est aussi tu parlais de conformité, d'être dans les cadres de la bonne personne handicapée, comme la bonne personne handicapée en extérieur, ça serait la personne qui va à ses rendez-vous médicaux, qui va régulièrement chez le kiné, mais en priorité son corps, son état de santé pour trouver une solution coûte que coûte, mais qu'il n'y aurait pas autre chose à découvrir de la vie. C'est ça. En tout cas, pour parler de ce dont je connais le plus, en fait, on a l'impression que l'autisme est perçu comme un trouble à corriger ou à minimiser en tout cas.
on le voit plutôt comme un trouble à corriger plutôt qu'une forme de fonctionnement différent, quoi, d'une vision du monde différente. Donc on essaie toujours de les ramener à aller vers des codes qui vont plus se rapprocher des neurotypiques. Oui, c'est là aussi où il y a à nouveau, je pense, un effet contraire, c'est quand on va parler d'autonomie, de liberté, mais au final, on ne laisse pas la place à la diversité dans les comportements, parce qu'au final, il n'y a pas une personne autiste, il y a 10 personnes autistes. C'est aussi pour ça qu'on parle de spectre aujourd'hui. Oui. Est-ce que, selon toi, est-ce que tu penses que cette notion de spectre est respectée aujourd'hui? Bah, en fait, non, pas du tout, parce qu'on a l'impression des fois que les outils déployés, les protocoles déployés, en tout cas dans les institutions que j'ai pu côtoyer, sont toujours les mêmes. Et il y a très peu de réunions ou de discussions où on va en fait mettre ce jeune-là au centre en tant qu'acteur principal de la construction de ce projet et de ce qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on va utiliser des pictogrammes, par exemple, avec tout le monde. On va toujours dire que les stéréotypies sont normales, que il faut essayer qu'il soit comme ci, comme ça, que il faut. Des fois, je peux entendre des choses comme on essaie de l'entraîner à davantage maintenir le regard. On essaye de le canaliser, on essaie d'en faire quelqu'un d'autre, quoi, que ce qu'il est. Et sans forcément le consulter et essayer de comprendre ses codes et de faire avec, et du coup d'adapter l'environnement plutôt que de demander à ce que ce soit lui qui s'adapte. Et ce qui peut être problématique là-dedans, c'est que quand ces personnes-là, selon les personnels de l'institution, dépassent des limites qui sont posées, et ben malheureusement des fois il y a carrément l'utilisation des médicaments, quoi, qu'on appelle en institution, en structure, le si besoin, et qui, comme son nom l'indique, devrait être utilisé seulement en cas de besoin. Mais là, il peut être utilisé pour gommer ou essayer d'effacer ou de calmer rapidement ce qu'ils appellent troubles ou comportements problématiques, alors que c'est peut-être, si on explore, et très certainement des moyens de communication pour cette personne. Justement, en cas de besoin, est-ce que c'est pas plutôt une question subjective? Est-ce que ça va pas être différent pour chaque personne? Quel serait le moment où il y a besoin de... Exactement, c'est ça. Et je pense aussi que évidemment, il ne s'agit pas ici de faire une simple critique en disant qu'il l'utilise de manière trop intense, mais c'est parce que tout ça est aussi structurel, dans le sens où là on est dans un groupe, tout va vite, il y a très peu de temps mort, il y a très peu de personnes encadrantes, il y a un planning très précis à suivre. Donc quand un de ces jeunes dans un groupe de 10 par exemple va entre guillemets faire perdre du temps à travers un comportement, il y a la solution assez facile, peut-être, que d'aller vers ce si besoin pour le ramener au groupe et en fait assurer cette gestion de groupe. Et donc du coup là, ça pose beaucoup de questions sur l'objectif qui est de l'institution envers ce groupe-là et qui plus est envers les personnes le composant. Tu le dis régulièrement qu'il y a une notion de groupe, qu'il y a une logique de groupe. Et tu me disais que des fois, justement, cette notion de groupe, il y a une forme de nivellement par le bas, dans le sens où ils vont s'adapter à la personne qui vont être dans le pire état, entre guillemets. Oui. Mais donc, va être toujours au détriment des autres. C'est ça. Et c'est là qu'on peut, en fait, mettre en évidence que plus un groupe est important en nombre, plus il est compliqué de pouvoir s'adapter, explorer et écouter toutes les personnes qui la composent. Et c'est peut-être aussi pour ça que par la suite, et à travers différentes discussions, je me suis plus dirigé
vers l'individuel. Mmh. Parce que ces temps individuels avec ces personnes-là sont pour moi le seul moyen d'essayer de comprendre leur monde. Je parle du monde de chacun, hein. Tout le monde a son monde, mais tout le monde a besoin de discussion, d'exploration et de temps, et surtout de mettre en place une relation de confiance avec les différentes personnes qui les accompagnent, les aident et sont des partenaires de vie. Mmh. Sauf que dans ces milieux-là, il n'a pas forcément le temps pour ça. Et j'ai déjà même entendu en réunion qu'on demande à ces éducateurs de ne pas créer de lien, de ne pas s'attacher. Ça revient à la fameuse relation soignant-patient. Il ne Exactement. faudrait pas qu'il y ait deux biais, alors que techniquement, est-ce que c'est réellement possible? On reste des êtres humains, quoi. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un côté en fait assez déshumanisant pour la personne qui va se sentir et pour la personne salariée, je pense. Enfin, au final, c'est Exactement. perdant-perdant de deux côtés. Ouais, j'ai jamais connu, en tout cas dans mon expérience, un métier dans lequel j'ai côtoyé un nombre incalculable de personnes qui sont restées dans des IME, des ESAT, etc., mais pas plus de 2-3 ans, quoi. Parce qu'ils se sentaient enfermés dans un lieu, et c'est le cas de le dire, dans lequel ils pouvaient pas s'exprimer, et ils pouvaient pas user de leur créativité pour proposer des choses, etc., parce qu'il n'y avait jamais le temps, jamais l'effectif, jamais les moyens, et jamais la configuration pour déployer tout cela. Et c'est là qu'on voit en fait l'importance de l'environnement pour les personnes pour tout simplement aller vers des projets et des parcours qui sont véritablement intéressants, quoi, et dans des bonnes conditions. Ça me pose la question. Je dis souvent que des fois, notamment quand on refait des demandes à la MDPH, il faut jouer la personne handicapée pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose dans le milieu protégé? Est-ce que ces personnes doivent jouer à la personne autiste? Jouer à je t'avoue que ça me fait pas trop écho ce que tu me poses comme question, mais disons que en tout cas j'ai déjà eu des expériences et des retours de parents qui en effet se retrouvaient un petit peu dans une position à vouloir que le jour où il y avait un contrôle de MDPH, ils souhaitaient que leur enfant exprime un maximum de troubles et de problématiques pour que les heures redistribuées ou les aides en soient que plus conséquentes. Et ce n'était pas que faire exprès, c'est juste que lors du jour de contrôle, évidemment que cette personne-là peut être tout à fait dans un bon jour et ne pas présenter peut-être ses particularités ce jour-là. Et c'est cela qu'on va juger, alors que ce n'est peut-être pas représentatif de la semaine, quoi. Oui, on va la juger sur un instant T, alors que le trouble autistique, est sur le spectre autistique, c'est toujours bien. Moi, dans cette question, c'était aussi ce que tu disais tout à l'heure, que les personnes, les résidents des milieux protégés doivent répondre à un cadre, et à ce cadre de ce qu'est la personne sur le spectre autistique pour les soignants. Oui. Mais en fait, j'ai toujours l'impression que ils ont une vision, pas les éducateurs des institutions, mais ils sont englobés dans une vision très médicale en fait de la chose, et qui les conditionne à en fait à toujours ramener les personnes autistes à leur diagnostic, quoi. Et qu'à chaque fois qu'il y a des comportements, ce qu'on appelle des écolalies, des répétitions, des stéréotypies, au lieu d'aller explorer les déclencheurs, ou d'aller explorer ça dans le sens où ce serait un moyen de communication, on va en faire une liste dans des carnets de liaison, les présenter comme problématiques, et sans même des fois ne présenter de propositions d'adaptation ou quoi que ce soit, quoi. On fait un listing. On fait un listing de leur comportement, et puis on se demande quel travail est fait ici pour essayer de les comprendre, quoi. Ouais, putain, c'est plus des machines que des êtres humains.
Ouais, on peut aller jusque là. Après, on sent que l'institution finir par couler dans leurs veines parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Justement, c'est très intéressant que tu parles de moyens. Je reviens sur un terme que tu dis souvent et que tu as utilisé hier aussi. Tu parles de groupe. Hier, tu parlais qu'il y avait une vision assez managériale. Oui. Tu as l'impression aussi que les milieux protégés sont très guidés par les financements et par l'argent au détriment, on va dire, des patients et des résidents. Comme on a pu l'entendre durant la coopération des ESAT, aujourd'hui, par les ESAT, il y a beaucoup moins de financement qu'auparavant. Est-ce que dans le milieu protégé, c'est aussi le cas et au final, c'est une forme de capitalisme qui va guider ces milieux-là? En tout cas, c'est le ressenti que certains intervenants en institution ont pu me partager, oui. Que voilà, dès qu'on s'intéressait à une situation particulière d'un jeune et qu'on souhaitait créer quelque chose pour adapter un temps pour explorer, un temps pour faire de la musique, un temps pour individuel pour sortir du groupe, etc. Ce n'était jamais possible. Ce n'était strictement jamais possible parce que il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de timing, il n'y a pas assez de temps. Et surtout, ça sort même parfois des objectifs qui sont émis par les chefs de service. Parce qu'on leur dit même que ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande vraiment à ce que le groupe passe une bonne journée. Oui, voilà, c'est histoire de faire passer le temps finalement, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que, alors que ces institutions et ces structures sont censées être des lieux comme les plus, entre guillemets, experts en la matière, on se rend compte que, ça pose beaucoup de questions. Experts en quoi? Oui, puis c'est intéressant que tu parles de ça aussi parce que la position qu'ils ont dans la société et auprès des familles où souvent on les guide, on les dirige vers ce genre de lieu comme unique solution en fait. Oui, alors que pour reparler en tout cas de ce que je connais le plus, c'est-à-dire le trouble du spectre de l'autisme, c'est un spectre continu. Et un spectre continu sous-entend que c'est hyper divers et varié et que du coup, être expert en autisme, déjà, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Bien que je travaille avec des personnes qui présentent tous des TSA, chaque travail a été différent. Chaque exploration a été différente. Je n'ai jamais eu les mêmes outils d'une personne à l'autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes objectifs. Les discussions que j'ai pu avoir avec les parents, etc., ont nourri aussi ce projet-là. Et malheureusement, ce que je peux déplorer et ce que je peux voir dans certains accompagnements en institution, en maison d'accueil, etc., c'est que j'ai l'impression de faire face toujours au même logiciel. Qu'importe quel jeune intègre l'institution, ce sera toujours un peu les mêmes procédés. Ce sera toujours la petite balade, ce sera toujours les pictogrammes, ce sera toujours des plannings très précis où il n'y a pas beaucoup de temps pour qu'il y ait de la créativité en fait. Et du coup, c'est voilà. Donc ça me gêne beaucoup cette situation et cette position d'expert parce que personne ne détient la vérité là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu moi plutôt à travers mon travail individuel me poser là comme un
un partenaire temporaire, peut-être un facilitateur, mais en aucun cas un expert de l'autisme qui aura les réponses à tout. Parce qu'il faut aussi accepter que le but, c'est pas corriger ou donner une clé de par ma connaissance incroyable. Non, ça n'existe pas. Je suis là pour essayer d'ouvrir les espaces, d'essayer, d'écouter, de beaucoup échouer, d'explorer et surtout, de créer une confiance mutuelle avec le jeune que ce travail individuel me permet afin qu'il puisse avoir un environnement qui va lui permettre de s'exprimer, de déployer des idées, des envies et sur lequel on va jouer et sur lequel on va se baser pour créer un parcours de vie derrière. Donc justement, tu nous en as un peu parlé là, tu l'as un peu décrit. Comment tu décrirais, quelle serait l'appellation de ton activité professionnelle aujourd'hui, si tant est qu'il y en ait une? C'est très compliqué, hein. C'est-à-dire que là, je travaille avec 4 familles, et même ces 4 familles-là, sur le contrat qu'on a pu signer, ce n'est jamais écrit la même chose. Donc déjà là, c'est assez rigolo, quoi. J'ai même déjà vu garde d'enfants, ce qui était très drôle. On a dû un peu rediscuter de ça avec les parents pour un petit peu expliquer des objectifs et que c'était pas très représentatif. Mais et tout, même les parents sont pas les mieux placés finalement pour parler de leur enfant. Ah bah j'ai toujours dit que c'était les premiers experts, clairement. Mais c'est pas les premiers experts en autisme, ce sont les premiers experts de leur enfant, parce qu'ils le voient quotidiennement et que c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que les discussions avec les parents est très intéressantes aussi, parce que mon travail me permet de travailler avec eux dans le quotidien auprès des familles, et c'est des discussions avec les parents qui sont très riches pour que je puisse mettre en place des choses après avec les enfants. Ouais. Parce que comme tu dis, c'est les premiers experts. Donc, il faut d'abord se baser sur eux. En tout cas, c'est aussi les premiers concernés en quelque part où ils vivent avec la personne au quotidien. Donc, ils savent des choses que nous, on ne saura jamais. Et qui ils ont une compréhension précieux, extrêmement précieux. Exactement. Et donc, en début d'émission, tu parlais du métier de EduxP. Durant la préparation, tu parlais d'accompagnant. Tout à l'heure, tu parles de facilitateur. Au final, c'est un peu entre les trois, j'ai l'impression. Ouais. Moi, il y a aussi une question qui est bien pour aller vers un métier qu'on connaît, on va dire, un peu plus, c'est quelle différence tu émettrais avec le métier d'auxiliaire de vie? Ok. Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai eu une expérience en tant qu'auxiliaire de vie il y a très longtemps. Et c'est vrai que à travers cette expérience, j'ai bien vu que ce qu'on me présentait comme mission, c'était surtout des actes techniques et de soins ou d'hygiène de vie. Voilà, soit un acte de santé, soit une toilette, soit quelque chose. Voilà, vraiment se poser comme aidant, quelqu'un qui va venir et faciliter une tâche. Alors j'emprunte à cela dans mon métier, mais je ne fais pas que ça. C'est-à-dire que je vais avoir ce côté un peu transversal où j'accompagne les jeunes dans une construction qui a pour objectif de mettre en place une vie qui va favoriser un maximum leur autonomie. Et ces actes qu'on peut retrouver chez les auxiliaires de vie, des fois je peux être obligé de déployer ces choses-là tout simplement parce que un jeune va me le demander. C'est-à-dire que des fois, je travaille en soirée, en semaine avec un jeune, et après la balade, il y a tout ce qui est le coucher, l'hygiène de vie, la douche, l'habillement, etc. pour aller dormir. Et évidemment que si cette personne-là est en difficulté et me demande de l'aider, je vais être là. Donc en fait, cette heure-là, je vais peut-être incarner l'auxiliaire de vie. Mais ce n'est pas mon principal métier, ma principale mission. Et tu ne fais pas que ça, entre guillemets. Pas du tout. Il y a d'autres choses, d'autres variables à prendre en compte. Ce métier, tu l'as créé dans l'objectif d'offrir une autre solution aux familles que les milieux protégés. Ou est-ce que d'où t'es venue cette envie? C'est ça, c'est d'offrir une autre alternative en fait, et avoir ce côté hors les murs, ce côté intégrer l'environnement réel des jeunes et pas travailler avec eux dans des lieux fermés quoi. Donc je voulais essayer de proposer surtout à toutes ces familles qui
trouvent pas de structure pour les enfants, et une alternative, une personne qui va pouvoir aller se balader, va pouvoir aller au cinéma, va pouvoir aller faire du sport, va pouvoir travailler sur quelque chose de très précis et quelque chose de très à la carte, quoi, qui sera vraiment le fruit de discussions individuellement avec chaque famille. Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la préparation hier aussi. Tu disais que tu voulais offrir une alternative et que tu voyais aussi les milieux protégés un peu comme des preneurs d'otages des familles. De part de ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est l'unique solution qui leur est présentée. Est-ce que pour toi, il y a d'autres choses qui fait que c'est un peu de la prise d'otage, entre guillemets? En fait, les places sont tellement chères en institution qu'à partir du moment où un jeune est accepté dedans, ça met, je pense, les parents dans une double position. Peut-être qu'ils vont être soulagés parce que ça crée un véritable répit, en tout cas pour les parents et pour certains, ça c'est vrai. Suivant les situations, suivant les cas, pas toujours, mais ça peut être un véritable répit. Mais en même temps, il est important pour les parents aussi d'avoir tout simplement un regard critique sur ce qui se passe dans ces institutions, leur objectif, ce qui s'y déploie, et est-ce que c'est bon pour leur enfant. Parce que la priorité, c'est d'abord la personne prise en charge par rapport à ces institutions. Même si je n'aime pas du tout d'ailleurs cette notion de pris en charge, parce qu'on a l'impression après que c'est vraiment une étiquette. Oui. Vraiment une étiquette pris en charge. Ouais. Mais je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Oui. Et donc les parents, en fait, à travers les discussions qui ont pu avoir avec moi, etc., sur les critiques qu'ils pouvaient avoir, ne pouvaient pas forcément avoir cette position en réunion parce qu'ils avaient tellement peur qu'au final, ça n'amène qu'à créer en fait des conflits avec ces institutions et qui peut-être engendrerait une exclusion. Parce que même si on peut être très critique sur l'institution et son fonctionnement, certaines institutions et leur fonctionnement, ça reste quand même quelque chose de très important pour les parents d'avoir du relais et du répit dans la semaine. Oui. Donc il y a une espèce de d'être exclu, c'est un risque non négligeable, quoi. En tout cas, moi personnellement, je travaille avec des familles qui, s'il n'y avait pas d'institution, ne pourraient faire quasiment rien de leur vie parallèlement, que ce soit professionnellement, que ce soit professionnellement ou autre. Mais voilà, ce regard critique est très très compliqué à porter parce que on ne fait que sans cesse quand même leur faire comprendre qu'ils doivent être dans une position de remerciante, d'être dans le remerciement qu'on ait accepté leur enfant. Ce que je trouve assez critiquable. C'est vicieux, très vicieux. La position de faveur que peuvent avoir les personnes handicapées, c'est-à-dire quand un lieu est accessible, il faudrait dire merci tout le temps. D'ailleurs, je me rends compte moi-même, en tant que personne concernée, c'est merci. C'est quelque chose qu'on dit mais tout le temps. Dès qu'une personne se décale pour me laisser passer avec mon fauteuil, je dis merci presque par automatisme et que là, je suis en train de me rendre compte, je me dis mais en fait non, c'est juste normal en fait. J'ai juste pas envie de se faire écraser les pieds quoi, donc t'as pas besoin de dire merci et d'être dans cette position de la personne favorisée tout le temps. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu du quotidien que tu peux avoir avec les jeunes. Donc, on sent que tu travailles dans l'environnement, que c'est un peu du cas par cas, que ça soit avec les personnes et avec les lieux aussi, comme tu disais, au cinéma, dans les supermarchés. Des fois, ça va être une manière, on va dire, thérapeutique. C'est-à-dire que s'il y a eu un incident quand tu n'étais pas là dans un certain lieu, tu peux revenir sur ce lieu avec la personne et voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, mes semaines ne se ressemblent jamais parce qu'elles sont tout le temps le fruit des discussions que je peux avoir avec les parents et avec les jeunes sur ce qui s'est passé la semaine précédente et sur les petits soucis qu'on a pu rencontrer ou les choses qu'on souhaite acquérir ou qu'on souhaite développer, etc. Donc si jamais un des parents m'explique que un tel a eu un comportement agressif, par exemple au marché, il est quasiment certain que 2-3 jours après,
on va aller se faire un tour au marché, on va aller chercher les fruits, on va aller manger ensemble, on va essayer de créer du lien, du truc, et je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qui a été déclencheur. Est-ce que c'est le choix des produits? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est le lieu? Je vais essayer d'explorer aussi avec les parents. Est-ce que c'est au-delà du lieu du marché? Est-ce que ça a été un lieu où il y a eu une interaction forte avec la personne ou avec quelqu'un d'autre? Voilà, on va essayer. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, c'est assez compliqué, mais à la fois passionnant d'explorer tout ça parce que on essaye constamment d'essayer en fait à travers cette vision environnementale d'essayer de comprendre les déclencheurs extérieurs et les impacts extérieurs que peuvent avoir que ça peut avoir sur la personne, quoi. C'est presque un métier d'enquêteur, quoi, finalement. Ouais, en fait, il y a tellement de casquettes que j'arrive jamais un peu à définir ce métier-là parce que, ouais. Et en fait, j'ai même du mal à dire métier. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose d'assez militant pour moi. Je me lève pas le lundi en me disant je vais au mail, je vais au travail, non. C'est quelque chose qui s'est ancré dans mon quotidien et qui est assez prenant. Ça c'est très prenant. C'est-à-dire que je travaille pas H24, mais je peux travailler tous les jours, suivant les périodes. Et puis, je pense qu'il y a une forme de veille aussi à avoir avec les personnes. Si jamais il y a des incidents, il y a peut-être des urgences, il y a peut-être des choses où, ça demande à avoir une charge mentale en quelque part tout le temps. Et justement, tu parles de ce côté militant, tu parles de ce côté prenant. On en parle un petit peu tout à l'heure de l'aspect émotionnel. Et on a parlé aussi durant un épisode hors série avec Milo sur le métier d'auxiliaire de vie. Je me posais la question de toi, comment tu te positionnes sur cette question émotionnelle. On sentait que Milo, durant l'expérience d'auxiliaire de vie, c'est quelque chose qui l'a beaucoup fatigué, qui l'a épuisé, même, je dirais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu peux trouver similaire ou au contraire, toi, c'est inépuisable, justement? Alors, inépuisable, non. Et ce qui est très intéressant à faire comme pont, c'est que Milo a travaillé pendant un petit moment avec un des jeunes avec lequel je travaille aujourd'hui aussi. Ok. Ouais. Donc, on a pu avoir des discussions aussi très intéressantes et très terre à terre sur un jeune en particulier. N'hésitez pas à écouter l'émission avec Milo, cher auditoris, sur toutes nos plateformes. Voilà, et c'est vrai que le côté émotionnel est peut-être un des plus grands deals à accepter dans ce métier, cette approche, parce que c'est très prenant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'allais travailler dans un lieu dans lequel je pointais le matin, je pointais le soir, et entre les deux, il ne se passait rien. Quand il y a une urgence, et ça c'est quelque chose qui a été exposé à toutes les familles, elles sont tout à fait en droit de me laisser un SMS et de m'appeler. Et ça, quasiment H24. Même si je pose certaines limites dans le sens où je leur dis pas que je suis forcément la première personne à appeler. Je parle vraiment d'urgence et de ne pas hésiter si jamais. Ce qui est arrivé plusieurs fois. Mais tout ça crée, c'est vrai, et je l'avoue, quelque chose qui impacte beaucoup mon quotidien, mes relations extérieures à ce métier-là, parce que tout s'entremêle. Parce que la confiance que je crée aussi bien avec les parents que les jeunes finissent par à ce que ces parents-là, et ils me l'ont quasiment tous exprimé, et c'est intéressant, que je sois considéré comme un membre de la famille. Voilà. C'est rigolo, ça. Exactement ce que disait Milo aussi. C'est ça. Et chose qu'on peut très rarement entendre vis-à-vis d'un éducateur qui travaillerait dans une institution très balisée, très fermée, et où la séparation est très nette, parce que ce sont des espaces très différents. Comme je travaille un peu partout et dans l'environnement, ce que j'appelle l'environnement réel, tout s'entrelace et on partage des fois des situations dans lesquelles on ne sait pas trop où se placer et où il faut savoir des fois aussi ne rien dire, parce que ce n'est pas forcément notre métier. Des fois, on est dans le quotidien chez les parents et on voit des interactions entre des frères et sœurs, entre des parents, au téléphone, des choses, et des fois, on peut être un peu impliqué là-dedans sans que ce soit l'objectif, quoi. Donc, il faut savoir jongler, c'est très prenant émotionnellement. Malheureusement, on arrive à la fin de notre échange. Oui. Au final, moi, j'aimerais poser une dernière question.
dans le monde militant, antivalidiste, on parle beaucoup de la désinstitutionnalisation avec une solution d'avoir des centres de santé à proximité pour pouvoir prendre en charge, entre guillemets, pour prendre ce terme que tu n'apprécies pas du tout, Oui. mais d'avoir des centres de santé à proximité. Est-ce que pour toi, tu en fais partie? Est-ce que ce nouveau métier n'est pas encore réellement un métier, mais qui, on l'espère, en tout cas moi je l'espère, il a voué à devenir un métier. Est-ce que pour toi c'est une réponse possible à la institutionnalisation? Oui, c'est tout à fait une réponse peut-être à ce qu'on peut voir comme un certain échec de cette ce qu'ils appellent prise en charge. Et je pense que ces métiers qui vont se concentrer sur l'individuel, laisser place et mettre la personne au centre, prendre le temps, créer de la confiance, etc., est peut-être la clé pour que on soit dans une compréhension bien plus intéressante de la personne, et du coup ce qui impactera des projets de vie, je pense, bien plus adaptés et qui assurera un bien-être bien plus intéressant pour la personne, oui, clairement, très très clairement. Et c'est peut-être là où on poindra du doigt ce fameux terme balise qu'est l'inclusion. Ouais. Remercie Vincent pour cet échange. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs, son écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain hors-série pour ma part, ou à nous voir en réel à la prochaine conférence de Dear People. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Dear. People